bienvenue au troisième et dernier panel du colloque L'Afrique en chantier. Je me présente, Frédéric Méran, je suis le directeur scientifique du Cerium et je vous souhaite la bienvenue à ce panel qui porte aujourd'hui sur les perspectives économiques en Afrique et qui, de manière tout à fait logique, est organisé en partenariat avec nos amis de l'Observatoire de la francophonie des Amériques, économique, pardon, aussi basé à l'Université de Montréal et toujours avec notre partenaire institutionnel, le ministère des Relations internationales et de la francophonie. Le panel aujourd'hui sera animé par Amina Gerba, fondatrice et présidente directrice générale du Forum Afrique Expansion, qui est une plateforme de partenariat et d'opportunités d'affaires entre l'Afrique et le Canada, bien connue ici à Montréal. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Amina Gerba avant de vous retrouver en fin de panel pour quelques mots de conclusion. Bon panel. Merci beaucoup, Frédéric, pour la présentation. Effectivement, je suis la présidente du Forum Afrique Expansion. C'est avec plaisir que j'ai accepté d'animer ce panel parce que ça fait 25 ans que je prône les échanges économiques entre le Canada et l'Afrique et surtout le partenariat commercial et économique. Au cours des dernières années, les perspectives économiques en Afrique se sont progressivement améliorées. Le taux de croissance global y est passé de 3% en 2018 à 3,5% en 2019, avant de chuter à moins 3% en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. En dépit de cette de la pandémie, il est projeté que la croissance économique se redressera assez vite pour atteindre 3,1% et 4,3% respectivement en 2021 et en 2022. Les participants à ce panel discuteront des mesures à envisager pour assurer et accélérer la transformation en cours des économies africaines et ainsi atteindre le développement inclusif et durable prévu dans l'agenda 2060 de l'Afrique. Ce faisant, ils analyseront les secteurs clés pouvant contribuer à l'amélioration des perspectives économiques en Afrique, ainsi que les options à envisager pour atténuer les conséquences de la COVID-19 et autres chocs sur les économies africaines. Alors, il me fait grand plaisir de vous présenter nos 4 panélistes aujourd'hui. Je vais commencer par présenter Dr Nadège Compaoré, qui est professeure adjointe en relations internationales à l'Université de Toronto, où elle est par ailleurs boursière postdoctorale du Provost. Elle est également chercheure affiliée au laboratoire de gouvernance environnementale de la Munk School of Global Affairs. Bienvenue Nadège, j'espère que tu vas bien. Merci. Oui, merci. Alors, notre deuxième invité, c'est Iya Touré, qui est rentré en fonction comme délégué général du Québec à Dakar le 15 décembre 2020. Il est également au service du gouvernement du Québec depuis 28 ans, notamment chez Investissement Québec, où il a occupé plusieurs postes depuis 1998, dont celui de vice-président à Ressources Québec. Bienvenue, Iya. Merci. Notre troisième invité, c'est M. Oumar Diallo. Oumar est directeur FinTech et Innovation de l'Autorité des marchés financiers, AMF. M. Diallo compte plus de 11 ans d'expérience en analyse stratégique et réglementaire, en gestion des risques et en technologie financière. Bienvenue, Oumar. Merci, Amina. Bien content d'être là aujourd'hui. Très bien.
Je vous remercie tous d'avoir accepté notre invitation en cette période très difficile. Mais nous ouvrons, avant de passer au panel, nous allons ouvrir ce panel avec une présentation de l'Observatoire de la francophonie économique. Alors, pour ceux qui ne le savent pas peut-être, l'Observatoire de la francophonie économique, OFE, de l'Université de Montréal a été créé en juin 2017 en partenariat avec le gouvernement du Québec, de l'Agence universitaire de la francophonie et de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Il a pour mission de devenir une ressource de premier plan sur les questions reliées à la francophonie économique et donc un centre de calibre international d'études, de recherche et d'activités de liaison et de transfert sur la francophonie économique ayant un intérêt marqué pour les pays en voie de développement, notamment en Afrique. La présentation de l'Observatoire de la francophonie économique sera faite par Dr. Jean Damascène Abarourema, qui est membre du comité scientifique de l'Observatoire de la francophonie économique. Dr. Abarourema, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame Gerba. Merci pour cette présentation. Je remercie également l'Ocerium de m'avoir invité pour représenter l'Observatoire de la francophonie économique. Quand j'ai commencé mes études universitaires à Montréal, c'était à l'UQAM, c'était au siècle dernier. À cette époque-là, les professeurs en développement économique nous disaient la décennie 90 sera celle de l'Afrique, en raison d'innombrables ressources comparativement à l'Asie. Toutefois, cette perspective ne s'est pas réalisée. On s'est rendu compte que c'est l'Asie qui a plutôt bénéficié de cette décennie 90 avec la montée des tigres, l'essor de la Chine. Ironiquement, c'est avec ce pays-là, la Chine, que la demande et les prix des matières premières en Afrique ont commencé à augmenter et on a constaté une relation étroite de plus en plus avec ces deux continents. Aujourd'hui, je vais vous présenter des réflexions sur le continent africain. Ma présentation va comporter trois parties essentiellement. La première partie va aller sur l'évolution récente de l'Afrique, de la croissance économique en Afrique. Et les principaux messages que j'ai à livrer sont que la croissance économique en Afrique s'est redressée après 2 décennies de stagnation. Et toutefois, cette croissance ne s'est pas accompagnée d'une amélioration proportionnelle du niveau de vie. L'épargne et l'investissement sont insuffisants pour assurer une croissance durable en Afrique. Également, la situation budgétaire s'est détériorée et la dette s'est alourdie au cours des dernières années en raison des investissements dans les infrastructures. Et notre élément à souligner, c'est que la pandémie a frappé l'Afrique alors que le continent se préparait à la mise en place d'une zone continentale de libre-échange. Et comme vous le savez, le commerce, c'est une affaire régionale. Et donc, la pandémie a vraiment brisé le momentum qui était important en Afrique. Mais malgré l'impact économique, malgré l'impact majeur des effets économiques, l'impact de la pandémie n'a pas été aussi important. Au cours des dernières années, il y a des facteurs qui expliquent l'embellie de l'Afrique.
En particulier, les facteurs externes, j'ai cité la remontée des pays du BRIC, comme le Brésil, l'Inde, la Chine et la Russie, qui ont entraîné une hausse de la demande des matières premières, une hausse importante. Également, il y a la conjoncture économique mondiale favorable. Depuis 2009, on a vu beaucoup de liquidités dans le monde et les capitaux étaient à la recherche des rendements plus importants. On a assisté également à la hausse de l'aide dans les remises de la dette. Depuis 2003, les pays africains ont bénéficié de remises de dette. Parmi les facteurs internes qui expliquent cette embellie de l'Afrique, on peut parler de l'amélioration de la gestion macroéconomique. Ceux qui se sont rendus en Afrique au cours des dernières années ont constaté ces changements-là. La hausse des investissements dans les infrastructures et puis une forte augmentation de la productivité agricole, de même que la remontée du secteur des services. Le point sur lequel j'arrive, c'est la pénurie des capitaux qu'on constate en Afrique. Si on regarde le graphique que je présente, c'est que alors que les pays en développement, dans l'ensemble des pays en développement, le taux d'épargne est autour de 30%, dans les pays africains, il oscille entre 10 et 15%. Et ça, c'est une pénurie importante qui entrave l'investissement. Maintenant, au niveau de l'impact de la pandémie, il faut dire que la pandémie en Afrique, contrairement aux inquiétudes qu'on avait, l'impact de la pandémie en termes d'incidence sanitaire a été moins importante que prévu en raison de plusieurs éléments. Les pays africains avaient l'habitude ont acquis l'expérience avec les épidémies précédentes. Il y avait également un aspect important. Avant que le premier décès ne soit déclaré en Afrique, il y avait beaucoup de pays qui avaient pris des précautions et qui avaient mis en place les mesures pour contrer l'évolution de cette pandémie. Donc, même si l'impact sanitaire a été moins important, mais l'impact économique des mesures mises en place pour contrer la pandémie a été dévastateur pour les pays africains. On le voit très bien que même si en Afrique subsaharienne, la baisse a été de 3,5%, mais dans les régions, les sous-régions économiques de l'Afrique, comme la sous-région de l'Afrique australe, la baisse a été de 5,5%. En Afrique du Nord, on constate une baisse de 4,1%, une baisse du PIB. Et les deux régions, la région de l'Afrique australe et la région de l'Afrique du Nord, ont été les régions les plus affectées. On voit également la région de l'Afrique centrale, le CEMAC, qui a connu une forte baisse du PIB. Et la raison pour laquelle cette région a été affectée, c'est en particulier avec les pays qui sont riches en ressources naturelles. Et ce sont ces pays-là qui ont été affectés. On constate également que pour les pays qui sont tributaires du commerce, du tourisme, les exportateurs de matières premières et les exportateurs de pétrole ont été grandement affectés. On parle ici de Maurice, qui a perdu 14% du PIB, Seychelles, Maroc et Tunisie, qui sont essentiellement les pays les plus touristiques. Il y a le Nigeria et l'Angola, qui sont les producteurs de pétrole, qui ont connu de fortes baisses. Également l'Afrique du Sud, le pays le plus affecté sur le continent, et qui a accusé une baisse du PIB de 8%. Cette baisse de la production s'est accompagnée
d'une baisse du niveau de vie de 5,3%. Il y a la croissance de la population qui est assez importante et on constate que dans les régions comme l'Afrique australe, la baisse du niveau de vie est une baisse très importante. On accuse un recul d'au moins 7 ans au niveau du niveau de vie de la population. Cette baisse de 5,3%, on le voit bien, les pays comme les pays bénéficiaires des matières premières ont été les pays qui produisent les matières premières, qui sont riches en tourisme, ont été les plus affectés, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ce qui est plus grave pour l'Afrique, une étude récente de la Banque mondiale a montré que la croissance, que le nombre de pauvres va augmenter en Afrique, à peu près plus de 30 millions de personnes qui vont basculer dans l'extrême pauvreté en Afrique subsaharienne. L'extrême pauvreté étant définie comme étant un revenu de 1,9 $ par jour. Et on voit que ce taux risque de perdurer en 2021 et au-delà. C'est vraiment un problème très difficile de ce qui va se passer en Afrique avec la hausse de la pauvreté. On constate également que les travailleurs informels qui se concentrent dans les secteurs comme le commerce de gros, le commerce de détail, l'alimentation, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, ce sont ces secteurs qui ont été affectés. Et ce qui est grave, c'est que les femmes et les jeunes sont souvent surreprésentés dans ces secteurs-là. Pour les jeunes en Afrique, le continent où dans la plupart des pays, l'âge médian est de 18 ans. C'est la jeunesse qui est surreprésentée, qui a été victime de la COVID. Et ça, c'est quelque chose qui va peser longtemps au niveau des économies africaines. On constate également que la hausse des prix alimentaires, on sait très bien qu'en Afrique, l'inflation est beaucoup plus alimentaire que monétaire. Et il y a eu la dépréciation également de la monnaie, mais aussi il y a la rupture des chaînes d'approvisionnement qui ont fait que l'inflation a explosé en Afrique. On voit dans des pays comme l'Angola où c'est passé de 17,1 à 21%. La RDC où l'inflation est passée de 4,7 à 11%. Et donc, on voit que l'inflation a beaucoup augmenté. Compte tenu de tout ce constat-là, qu'est-ce qu'on peut proposer pour l'Afrique? Je pense que les informations, les mesures à prendre en Afrique sont très connues, mais il y a des contraintes de financement, beaucoup de contraintes qui s'opposent. Et ici, j'ai identifié quelques propositions, notamment la diversification de l'économie et le rétablissement des équilibres budgétaires, l'amélioration de la gouvernance en se dotant d'institutions solides et des cadres législatifs pour rassurer les investisseurs. Il y a aussi la prévention des conflits qui nuisent à la croissance et détruisent le capital humain matériel, la hausse des dépenses en éducation, en santé, en infrastructure. Il y a également l'utilisation des nouvelles technologies et la création des chaînes de valeur régionales et enfin le recours à la diaspora africaine qui est une ressource de plus en plus importante. Merci beaucoup de votre attention. Alors, merci beaucoup, Dr. Abaourema, pour cette belle présentation qui met la table pour notre panel. Nous passons donc maintenant à la période d'échange avec nos panélistes. Alors, je vais d'abord donner la parole à la seule femme sur ce panel, Dr. Nadège Compaoré. Nadège, l'Afrique regorge de richesses naturelles. Quelle place occupent ces richesses naturelles dans la croissance économique du continent? Merci beaucoup, Amina, pour cette question et puis aussi pour la présentation au début du panel.
Et avant d'aborder cette question, je voudrais juste également dire un grand merci à toute l'équipe du Cerium pour m'avoir invité, ainsi que pour tout le travail abattu pour créer cette plateforme d'échange très important sur l'Afrique. Et finalement, merci à toute notre audience de nous rejoindre. Je suis très contente d'être ici. Donc, pour ce qui est des ressources naturelles, il faut dire que les ressources naturelles, surtout dans mes recherches, je m'occupe des ressources minières et pétrolières surtout, mais nous avons aussi les ressources foncières et forestières. Elles ont occupé et continuent d'occuper une place centrale en Afrique, et ce, malgré les priorités changeantes. Et je pense que certains des panélistes vont aborder ces questions-là. Mais pour moi, le grand énigme reste vraiment les ressources naturelles. Et c'est un énigme parce que la plupart des pays africains sont riches en ressources naturelles. Et malgré toute cette richesse, le continent semble ne pas en avoir tiré grand profit jusque-là, bien au contraire. Et l'une des explications les plus dominantes de cet énigme nous dit que nous faisons face à une malédiction des ressources naturelles en Afrique. Cette malédiction qui s'illustre par le fait que la plupart des pays les plus nantis en ressources naturelles, surtout les ressources extractives du secteur pétrolier, minier, souffrent de croissance économique vraiment affaiblie, souvent pire que ceux qui n'ont pas autant de ressources naturelles, ou du moins ceux qui ne dépendent pas autant de ces ressources-là. Donc, dans la plupart des cas, il y a un sérieux problème de corruption qui se manifeste par les flux illicites des revenus provenant de l'exploitation de ces ressources extractives surtout. Et ce problème de corruption est facilité par le manque de transparence dans la gouvernance de ces ressources. Par exemple, au Nigeria, qui est l'exemple le plus favori de tout le monde, parce que c'est le plus grand producteur en pétrole, en 2014, l'ONG Global Witness reportait que 400 milliards de dollars avaient disparu tout simplement des coffres de l'État. Et c'est une somme vraiment faramineuse. Et si on fait un petit tour dans les pays africains qui sont vraiment dépendants des ressources naturelles, surtout le pétrole, comme je l'ai dit, car les rentes pétrolières sont souvent plus énormes que les rentes minières et d'autres rentes. L'une des causes de cette soi-disant malédiction des ressources est la dépendance sur ces ressources naturelles-là. Donc, il n'y a pas vraiment de diversification, justement parce qu'il y a une mauvaise gestion, parce qu'il y a de la mauvaise gouvernance. Et surtout dans ces pays pétroliers comme la Guinée équatoriale, l'Angola, le Gabon, nous voyons que le problème de corruption est généralisé, donc pratiquement similaire au Nigeria, et cela est favorisé par cette mauvaise gouvernance. Pour vous donner un exemple, en termes du lien entre la corruption et le manque de transparence, l'organisation Transparency International, qui publie annuellement leur index de la corruption, vient justement de publier leur index de 2020 le mois passé. Et c'est sans surprise que les pays que je viens de mentionner se retrouvent sur la liste rouge, en fait, des pays les plus corrompus dans le monde entier. Par exemple, l'Angola s'est retrouvé à 142e sur 179. Le Soudan et la Guinée équatoriale sont ex-aequo à 174e sur 179. Et le Soudan du Sud est 179e, donc le plus bas. Et tous ces pays-là sont des pays pétroliers. Oui, allez-y. Je suis vraiment curieuse de savoir comment se fait-il que ces pays-là soient aussi en bas de l'échelle par rapport à d'autres pays où sévit la corruption. Et je vais peut-être passer la parole à Iya Touré, qui vient tout juste de prendre ses fonctions et qui va certainement avoir à gérer ce genre de perception et de défis. Alors, vous venez de prendre vos fonctions IA à Dakar en décembre dernier. Comment entrevoyez-vous justement votre rôle dans ce continent à partir de Dakar? Et qu'est-ce qui va être pour vous, qu'est-ce qui va pouvoir raviver la coopération entre le Québec et l'Afrique au sein de cette délégation? Merci, merci Amina, et puis merci au Cerium pour cette activité. Et si vous me permettez, je vais très rapidement partager quelques données avec vous sur les échanges commerciaux entre le Québec, l'Afrique et puis
le Canada, l'Afrique, ça permettra de très bien nous situer pour la suite des choses. Au cours des 3 dernières années, les échanges commerciaux entre le Québec et puis le continent africain, ça varie entre 2,2 et 2,7 milliards. Et en 2019, les chiffres préliminaires donnent pour la première fois en 5 ans une balance commerciale qui est positive, principalement due à certaines livraisons d'avions qu'il y a eu dans certains pays. Effectivement, quand vous regardez 2,7 milliards, on peut se dire, ben oui, ces chiffres sont encourageants, mais quand on regarde le portrait global des échanges, des exportations de marchandises du Québec face au continent, c'est moins de 2%. Moins de 2%. Et ce n'est même pas sur le radar. Et quand vous regardez la part du Québec dans les échanges commerciaux canadiens face à l'Afrique, c'est en décroissance depuis 5 ans. Est-ce qu'on peut se contenter de ça? Non. Je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est on fait face à un continent d'opportunités. On fait face à un continent où il y a beaucoup de possibilités, de potentialités. Donc, mais il faut changer d'approche de travail. Il faut changer la façon qu'on adresse l'Afrique. Je vais focuser principalement sur 2 axes d'intervention, je pense, pour l'auditoire qui va être très important. Il faut miser sur les pays à fort potentiel. J'entendais l'intervention de Mme Compaoré et puis le Dr Jean Damascène. Ça va dans ce sens-là. Il faut, dans un premier temps, miser sur des pays à fort potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire, un pays à fort potentiel? C'est des pays à revenus intermédiaires qui ont le PIB par habitant de 3 000 $ et plus. Ça, c'est des pays qui ont un secteur privé. On parlait de diversification, un secteur privé qui est plus important. Et donc, généralement, c'est des pays du Maghreb, ça. Si vous regardez les données, c'est généralement les pays du Maghreb. Et vous avez aussi des pays en Afrique, et ceux-là sont nombreux, qui projettent d'ici 2030 de devenir des pays à revenus intermédiaires, qui ont commencé à adopter des programmes de réforme, qui ont adopté des plans d'investissement colossaux pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Je ne nommerai que quelques pays. Prenez le Sénégal, où je suis depuis 3 semaines. Vous prenez la Côte d'Ivoire, un pays comme la Côte d'Ivoire, vous prenez le Ghana, ces pays-là se situent dans ça. Donc, si on priorise les pays à fort potentiel, ben, les échanges avec l'Afrique peuvent partir très bien. Le deuxième axe aussi d'intervention, c'est de mettre l'emphase sur les secteurs porteurs. Quand on veut commercer, il faut choisir, il faut faire ses choix. Les secteurs porteurs en Afrique, on parle de l'énergie, les technologies vertes, les technologies de l'information, tout ce qui touche, Amina, le numérique. On sait présentement le paiement électronique en Afrique, c'est très fort. Le fintech commence à prendre beaucoup de valeur. L'agriculture. Les chiffres de la Banque mondiale disent que d'ici 2050, la population africaine va doubler. Le taux d'urbanisation va augmenter à plus de 60%. Il faut nourrir ces gens-là, il faut les loger, il faut trouver un travail pour ces gens-là, il faut les soigner. Donc, la demande est énorme. Et donc, je parlais d'infrastructures, de génie conseil, les ressources dont Nadège parlait, les ressources naturelles. On regorge de ça, mais ça, c'est un autre débat qui peut faire l'objet d'un colloque à part entier. Et je ne veux pas embarquer là-dedans parce que c'est mon domaine de spécialisation avec le temps. Et même si le Québec, peut-être pour terminer là-dessus et céder la parole à mes collègues, même si le Québec ne peut pas concurrencer en termes de moyens financiers face à certaines puissances comme la Chine, par exemple, qui est omniprésente sur le continent africain, le Québec a des avantages indéniables, a des atouts qui sont en demande, qui font maintenant la renommée et la crédibilité du Québec sur le territoire. On est bilingue, on parle les 2 langues. Quand quelqu'un quitte de la Chine, il vient en Afrique. Je donne un exemple. Il va au Sénégal. Il vient au Sénégal ici. Il ne parle pas le français, il ne parle pas l'anglais, il ne parle pas le Wolof au Sénégal ici. Mais ce Chinois qui vient de la Chine,
avec le temps, il finit par tirer son épingle du jeu. Nous parlons les deux langues et on a une affinité culturelle avec le Sénégal, mais on reste frileux quand même. Il faut se poser ces questions-là. Le pragmatisme des Canadiens, on est considérés comme des Nord-Américains, donc des gens très focusés sur des résultats. C'est apprécié sur le terrain. La qualité de nos institutions d'enseignement qui ont fait la réputation du Québec, vous le savez. Et je vais m'arrêter là par rapport à ça. Mais gardez en tête que la modernisation qu'a connue le Québec à travers la Révolution tranquille et tout ce qui en découle aujourd'hui est perçu sur ce continent ou cette partie de l'Afrique comme un modèle de développement pour l'Afrique et il faut s'en servir. Merci. Merci beaucoup, M. Touré. Je retiens de vous deux déjà qu'il y a le potentiel, il y a une malédiction pour les pays qui ont les ressources, mais il y a quand même un gros avantage concernant le Québec en Afrique, notamment au niveau de la langue et surtout aujourd'hui au niveau du numérique. Et en parlant du numérique, on sait que le Québec est parmi les meilleurs en termes d'intelligence artificielle. Ça m'amène à notre invité, M. Oumar Diallo, à qui je vais demander justement de nous dire justement comment améliorer les indicateurs de l'inclusion financière en Afrique qui demeurent aujourd'hui inférieurs à la moyenne. Donc, et comment le Québec peut justement accompagner les pays africains dans ce domaine-là, parce que je pense que pour éviter un certain nombre de barrières, il faut absolument que le numérique prenne sa place en Afrique. Monsieur Diallo, dites-nous quelle est la dynamique à utiliser pour que cette opportunité numérique prenne sa place en Afrique dans l'inclusion financière. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci Iya, Nadège et Jean Damascène pour les mots introductifs. Je vais peut-être donner quelques éléments de contexte qui vont vous aider déjà à bien comprendre, à bien saisir l'importance de l'inclusion financière. Et je pourrais vous expliquer aussi par des exemples concrets comment est-ce que le numérique justement peut aider pour atteindre certains résultats tangibles. Donc, selon les Nations Unies, en fait, dans le monde, il y a 1,7 milliard de personnes qui n'ont pas de compte financier, donc auprès d'une banque, auprès d'un fournisseur d'argent mobile ou d'une autre institution formelle. Donc, même lorsqu'ils ont des comptes, de nombreuses personnes, souvent pauvres, en fait, trouvent peu de valeur à utiliser parfois des solutions qui existent. Un nombre croissant de recherches sur l'inclusion financière montre que lorsque les pauvres, en fait, ont de meilleures chances de gérer leur argent, avec le temps, leurs revenus et leur consommation s'améliorent. 3 exemples. Donc, au Kenya, les ménages dirigés par des femmes ayant accès aux services d'argent mobile ont augmenté leur épargne de plus d'un cinquième. Ça, c'est considérable. Au Malawi, les agriculteurs dont les revenus sont déposés sur un compte d'épargne ont dépensé 13% de plus en équipement agricole et la valeur de leur récolte a augmenté de 15%. Donc, c'est significatif. Et les preuves montrent que l'inclusion financière est un facteur clé de réduction de la pauvreté et de croissance économique. Donc, et ça va permettre aussi de renforcer l'accès à une meilleure éducation, à une meilleure santé, à la sécurité alimentaire. Concernant le numérique, on sait que la FinTech recèle un grand potentiel d'inclusion financière et de développement économique au sens large. Et les solutions numériques justement au niveau FinTech peuvent permettre justement d'apporter certains services financiers à des personnes non bancarisées, donc qui n'ont pas forcément accès à des institutions financières formelles ou sous-bancarisées. Parce que ce n'est pas seulement le fait d'être bancarisé, il y a des gens qui sont sous-bancarisés aussi. Et j'aimerais vous donner maintenant des exemples concrets de ce qui se fait. Alors, il y a une FinTech en Côte d'Ivoire qui s'appelle Jamo, qui s'est donné comme ambition de bâtir la première super application financière de l'Afrique de l'Ouest avec des solutions simples et sécurisées afin que vous ayez le contrôle de votre argent avec votre téléphone mobile. Je vous expliquerai aussi pourquoi le téléphone mobile est un outil très important pour l'inclusion financière. Donc, selon les fondateurs de la FinTech Jamo, en Afrique de l'Ouest, nous payons les frais
et le taux d'intérêt les plus élevés dans le monde pour des services financiers peu satisfaisants. Et Jamo dit, en tout cas les fondateurs, qui sont convaincus que la technologie et la conception peuvent résoudre ce problème. Nous savons aussi qu'il y a Développement International des Jardins, chez nous ici au Québec, qui fait beaucoup de choses dans le domaine de l'inclusion financière. Récemment, Développement International des Jardins a signé une entente avec la firme technologique montréalaise Yulcom. Yulcom, qui a été fondée par un Canadien d'origine du Burkina Faso. Yulcom va offrir des services numériques enrichis pour soutenir l'inclusion financière à travers toutes les opérations de DID dans le monde. Donc ça, c'est un exemple très concret d'une firme québécoise fondée par un membre de la diaspora qui concrètement appuie le Développement International des Jardins dans ses actions de microfinance dans le monde. Enfin, j'aimerais vous parler du Kenya, qui est un peu mon enfant chéri. Le Kenya, en fait, l'université Harvard a sorti ce mois-ci un rapport intitulé « Kenya is becoming a global hub of fintech innovation ». Alors que l'inclusion financière au Kenya n'était que de 26% en 2006, aujourd'hui, elle est de 83%. Et ça, c'est grâce justement à l'utilisation du téléphone mobile en fait, comme levier pour accéder aux services financiers. Ce qui est très intéressant ici, dans le cas kényan, c'est qu'il y a 24 pays d'Afrique qui se sont engagés à adopter un modèle d'économie numérique comme celui du Kenya. À la fin de 2018, on constate en fait que tous ces États en fait, qui ont essayé d'adopter un peu un modèle à la kenyane ont vu une augmentation de 23 millions de comptes d'argent mobile qui ont été créés. Et les femmes, les personnes dans le monde rural et les personnes déplacées en bénéficient particulièrement. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a des beaux exemples de réussite et je vous en donnerai d'autres un peu plus tard dans la discussion. Voilà. Merci beaucoup, Omar. Le Kenya, effectivement, est un modèle déjà avec la monnaie numérique qu'ils ont créé, le M-Pesa, et je pense qu'on pourrait en débattre aussi très longuement. C'est maintenant le moment de passer aux questions du public. Certains d'entre vous nous ont posé des questions, alors, ou peuvent nous poser des questions. La parole est à notre public. Donc, je prendrai la première question. Que pensez-vous de l'expertise d'architecture de paysage? Il me semble que c'est méconnu dans nos pays et pourtant, celle-ci répond tout à fait aux besoins d'optimiser nos aménagements en tenant compte des ressources de nos pays selon les contextes socio-économiques environnementaux. Alors, la parole est à chacun de vous, ceux qui peuvent répondre à cette question, qui se demande sur comment l'architecture peut jouer un rôle. Mais si tu me permets, Amina, je pense que c'est une question très intéressante dans la mesure où quand vous voyagez, comme beaucoup d'entre nous l'ont fait à travers la planète, vous débarquez en Afrique, peu importe le pays, à part quelques pays de l'Afrique australe ou le Maghreb, vous vous dites, mais ce potentiel-là, il n'est pas utilisé. Et pourtant, ce n'est pas l'expertise qui manque. Et la seule façon pour moi de répondre à ça, c'est de dire à l'auditoire qui ont des projets de cette nature-là, de ne pas vous limiter ou de rester au Québec, Canada pour ce type de projet. Venez sur le terrain, donnez des exemples. Ici, ce qui fonctionne, c'est quand ils le voient, ils l'adoptent. Quand ils ne le voient pas, ils ne l'adoptent pas. C'est quelque chose qui va se faire sur le terrain. Donc, venez sur le terrain, faites la démonstration de votre savoir-faire et vous allez voir, ça va être en votre faveur. C'est tout ce que je peux vous dire par rapport à cette question précise qui est très intéressante. OK, je vais revenir à Nadège. Merci beaucoup, Iya. Je vais revenir à Nadège avec une autre question qui est ici celle de quelles sont les mesures qui mériteraient d'être envisagées pour garantir une exploitation durable et transparente
des réserves, des ressources naturelles, en partant accroître la contribution au développement de l'Afrique? Merci beaucoup pour cette question. Et je pense qu'elle est très importante parce que on ne devrait pas penser que cette malédiction-là, c'est un destin en soi. Surtout quand on voit qu'il y a des exceptions telles que le Botswana. On se rend compte qu'en fait, c'est un problème structurel, c'est un problème de gouvernance. Pas juste que l'Afrique a des ressources et puis elle est condamnée à être pauvre. Donc, en ce qui concerne les mesures de gouvernance, il y en a beaucoup. Il y en a par exemple une initiative qui s'appelle l'initiative de transparence des industries extractives, qui a été mise en place en 2002, en fait, pour conduire les pays riches en pétrole et dans les ressources minières à gérer leurs ressources de façon plus transparente. Donc, ça a été motivé par une coalition qui s'appelle Publish What You Pay, donc publier ce que vous payez. Et ça a été une réaction, en fait, contre le niveau de corruption qui se passait en Angola, qui se passe toujours en Angola, dans leur secteur pétrolier. Par contre, ce qui est intéressant avec cette initiative, c'est que c'était concentré sur les revenus, mais maintenant, on parle plus des contrats, de la transparence dans les contrats. On parle aussi de la transparence dans les dépenses parce qu'il se trouve que beaucoup de pays africains n'ont pas vraiment eu la capacité de négociation qu'il faut pour vraiment tirer les meilleurs dividendes quand ils interagissent avec les grandes compagnies pétrolières et les grandes compagnies minières. Et d'ailleurs, l'Union africaine elle-même a créé une vision qui s'appelle la vision minière d'Afrique pour aider vraiment les pays africains à savoir comment négocier de meilleurs contrats. Je vous donne un exemple. Le Burkina Faso, je viens du Burkina Faso, je pense que mon nom dit tout ça déjà, mais on a eu 3 codes miniers depuis qu'on a eu un niveau vraiment commercialisé de nos ressources minières au Burkina. Mais en 1997 et en 2003, les 2 premiers codes miniers avaient une exonération fiscale pour les compagnies minières la plupart des compagnies minières au Burkina et en Afrique d'ailleurs sont canadiennes en fait. Elles dépassent même la Chine et l'Australie. Donc, avec une exonération de 7 années, qui est vraiment en deçà de la moyenne. Il a fallu la nouvelle réforme de 2015 pour avoir une exonération qui est descendue à 3 ans seulement. Donc, en fait, il y a beaucoup de mesures qui poussent à ces réformes-là au niveau mondial, mais aussi au niveau régional. Mais je dirais que c'est le contexte national qui est le plus important. Parce que l'initiative dont je parlais, par exemple, l'ITA, les pays comme le Botswana, par exemple, ou même l'Afrique du Sud n'en font pas partie. Et c'est eux qui s'en tirent le mieux, alors que nous avons les pays comme le Nigeria qui font partie de cette gouvernance mondiale-là, mais qui ne s'en tirent pas. Donc, le contexte national est très important. D'accord, merci. Oumar, s'agissant toujours de la croissance économique, on soutient que l'inclusion financière constitue un élément propice à la réalisation de certains objectifs du développement. Quels sont de manière concrète, encore une fois, les enjeux économiques de cette inclusion? Oui, donc, elles sont majeures en fait. Donc, imaginez un peu votre vie ici au Québec et essayez de vous mettre, pensez à tout ce que vous avez accès ici. Donc, les gens ont accès à des services de paiement, ils ont accès à des prêts, ils ont accès à de l'épargne, à de l'assurance. C'est exactement ça que vous souhaitez d'une certaine façon mettre en place, mais dans un environnement parfois où il faut une forme d'inventivité en fait pour être en mesure de livrer les mêmes services. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous parler beaucoup du concept de leapfrogging, du fait que vous pouvez par exemple accéder idéalement à des services qu'on connaît ici, mais avec une technologie parfois qui est innovante, qui sort un peu des sentiers battus. C'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure l'importance, à quel point le téléphone mobile est un levier extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont accès à un téléphone mobile sur le continent. Et j'aimerais vraiment donner comme message important aujourd'hui le fait d'encourager activement en fait des startups et des fintechs locales, par exemple, pour certaines qui sont fondées par la diaspora. Donc, il y a quelques exemples que je peux vous donner. Il y en a une que j'aime bien, qui est une fintech en fait qui est basée au Nigeria,
qui s'appelle Fair Money, donc comme la monnaie en fait équitable, Fair Money, c'est ça leur nom. C'est une fintech qui a été fondée par un Allemand qui a des origines du Nigeria. Aujourd'hui, cette même fintech a plus de 1,3 million d'utilisateurs au Nigeria. Donc, eux, en fait, c'est un prêteur en ligne qui fournit des prêts instantanés et des paiements pour les personnes qui sont mal desservies. Et Fair Money a une croissance tellement importante en ce moment qu'ils envisagent eux-mêmes développer leurs activités en Inde. Donc, c'est impressionnant de voir que avec la technologie, une nouvelle façon de faire, une personne, par exemple, qui a des origines africaines peut même rentrer, réussir et éventuellement même scaler son modèle d'affaires même en Inde parce que ça marche bien. Donc, tout ça pour dire que c'est possible, en fait. Il y a beaucoup de possibilités. Merci. Une question pour M. Iya. Comment pensez-vous que le Québec puisse augmenter ses exportations en Afrique? Ou alors, pourquoi le taux d'exportation est si faible? Très bonne question en passant. C'est sûr que l'approche du Québec face à l'Afrique et qui a fait notre réputation, ça a toujours été nos interventions en matière de solidarité et de coopération internationale. On est partout sous ce carcan-là. Depuis quelques années, il y a une orientation économique qui est donnée aux entreprises, aux représentations à l'étranger, pour qu'on passe d'une diplomatie d'influence à une diplomatie économique. Et ça, c'est le premier aspect qui est très important quand même parce que ça suppose que dans les représentations, vous allez avoir des gens avec un background surtout financier, économique et qui font du business development comme Oumar le disait dans ses interventions. Donc, c'est vraiment ça. Donc, des gens qui sont à l'affût des opportunités, qui vont faire vraiment, qui prennent leur bâton de pèlerin pour aller démarcher, chercher des contacts et puis alerter nos entreprises canadiennes, québécoises ici. Donc, c'est un peu ça. L'autre chose que je peux mentionner aussi, c'est la fusion qui vient d'être faite chez Investissement Québec, qui regroupe beaucoup de services maintenant. Donc, une force de frappe beaucoup plus intéressante, beaucoup plus puissante, avec de l'intelligence d'affaires qui va être disponible. Ça ne se faisait pas avant. Aussi, la volonté du Québec d'être un joueur important en Afrique, ce n'est pas de l'improvisation, c'est appuyé par une stratégie de positionnement qui sera bientôt dévoilée. Et dans cette stratégie-là, elle sera plus économique que politique et ça va être axé sur cinq piliers d'action. L'économie en premier, l'économie. Si vous arrivez à la délégation à Dakar, juste poser la question à la première personne que vous allez rencontrer. Il va vous dire, « Ah, monsieur le délégué, lui ne parle que d'économie. Il ne parle que d'économie. » Ça vous donne ça vous donne vraiment l'importance qu'on accorde à ça. Le deuxième, évidemment, vous avez l'éducation et l'enseignement supérieur qui fait notre force de frappe parce qu'on est reconnu pour ça. On a la culture et notre identité. Les gens apprécient ça, qui on est, les valeurs qu'on incarne, tant au Québec qu'à l'international. La solidarité, on fait ça. Et le renforcement des capacités institutionnelles. Je pense tantôt... c'est Nadège qui parlait de la gouvernance, si vous permettez. La gouvernance, pourquoi on ne réussit pas dans le secteur minier? Le Québec, avec tout ce qui s'est passé dans le cadre de la Révolution tranquille et ce qu'on vit présentement au Québec, on est un modèle. On peut aider ces gens-là dans le cadre de la gouvernance. On peut les aider, on peut les outiller. Nadège vient du Burkina, mais quand vous allez au Mali, il y a un vérificateur général au Mali. Tout ce que vous voyez au Québec au niveau de nos institutions, le Mali essaie de les reproduire. Mais évidemment, c'est une culture. La gouvernance, c'est une culture. Ça ne se fait pas en 24 heures, ça ne se fait pas en 2 ans. Le Québec, il y a eu toute la révolution tranquille. C'est des décennies. Donc, donnons cette chance-là à l'Afrique. Exactement. Je reviens avec une question pour Oumar. On parle à l'échelle mondiale de la relance verte et inclusive. Comment cette orientation du développement économique peut-elle constituer une opportunité pour créer des champions africains?
Comment le Québec peut-il y Excellente contribuer? question. Je pense que c'est une excellente question. Mm. D'ailleurs, je vais aussi un peu rebondir, je vais répondre à cette question aussi un peu rebondir sur ce que M. Jean Damascène disait avec tout ce qui se passe avec la COVID-19. Mhm. Tout ce qui se passe avec la COVID-19, en fait, fait en sorte que partout à travers le monde, les gens sont en train de repenser la façon dont on veut gérer l'économie. Évidemment, on parle de relance verte, et cette relance verte, on le voit au Québec, mais on le voit aussi partout. C'est-à-dire que prenons le cas de l'Afrique, c'est sûr que les gens aussi veulent appliquer des solutions qui vont permettre justement d'avoir une croissance économique durable, verte, etc. Il y a des chiffres vraiment très intéressants. Et, et j'aimerais parler un peu maintenant du private equity et du venture capital. Souvent, on a tendance à penser Banque mondiale, etc., mais il y a aussi beaucoup d'intervenants du secteur privé qui investissent et qui prennent des risques. Il y a le fonds d'investissement Partech, qui est un fonds d'investissement qui est basé à Paris, mais qui a des bureaux à Dakar et un peu partout, qui a sorti un rapport très intéressant qui s'appelle le 2020 Africa Tech Venture Capital Report. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate dans ce rapport que en 2019-2020, il y a eu 347 startups africaines qui ont levé plus de 1,5 milliard de dollars à travers des rounds de financement en équité. Et ça, c'est impressionnant. Sur ce 1,5 milliard de dollars, près de 25% de ces financements visaient les fintech, donc la majorité, donc inclusion financière, etc., suivi en fait par l'agritech, donc tout ce qui touche l'agriculture et des solutions innovantes en agriculture, la logistique et la mobilité, et également le health tech, donc la façon dont on peut utiliser la technologie dans le domaine de la santé. Et c'est intéressant parce qu'il y a des startups, par exemple, qui font, je prends l'exemple du Rwanda, qui arrivent à transporter, par exemple, à travers des drones, du sang. Ça veut dire que vous avez besoin du sang dans un village qui peut être un peu plus reculé, mais ce drone va vous permettre de transporter le sang et amener le sang au bon endroit, au bon moment. Et ça c'est ce type d'évolution est financé en grande partie par du private equity, et ça, il ne faut pas le sous-estimer, en fait, dans la façon dont les choses évoluent dans le continent. Ben, je continue avec vous parce que vous avez nommé le Kenya, le Rwanda, et on se demande si le Québec a des liens, comme le Québec a des liens particuliers avec la francophonie. Oui. Est-ce que vous pensez que le Québec devait s'ouvrir un peu plus à d'autres pays en dehors de la francophonie, aller par exemple faire des affaires avec le Kenya et d'autres pays comme le Nigeria et l'Afrique du Sud comme partenaires commerciaux? Absolument. Moi, je pense que de toutes les façons, dans le monde aujourd'hui, et Ia le disait très bien, nous sommes très bien positionnés. Ce qui est extraordinaire avec le Canada et le Québec, c'est que nous faisons partie du Commonwealth et nous faisons partie de la francophonie. Je pense que le seul autre pays au monde qui est membre des deux clubs, c'est le Cameroun, si je ne me trompe pas. Exact. Donc, vous faites partie du Commonwealth, vous faites partie de la francophonie, vous pouvez bâtir des ponts. Et les gens apprécient la qualité de nos institutions, que ce soit nos institutions d'éducation ici, nos entreprises, notre expertise en intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses à aller chercher. Et j'aimerais d'ailleurs saluer les collègues du ministère de Relations internationales, maintenant Investissement Québec. En 2019, moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans le cadre d'une mission commerciale au Rwanda. On a visité les Smart Africa qui est l'initiative continentale sur la transformation numérique. C'est très intéressant parce qu'il y avait une dizaine de compagnies québécoises qui étaient dans la délégation. On a eu des très bons échanges et on a été vraiment très bien reçus. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher. Et il ne faut pas qu'on se donne nous-mêmes des limites, en fait. Il faut qu'on se dise, on a vraiment le monde. Le monde a besoin du Québec et du Canada. Donc, c'est vraiment à nous maintenant d'être à la hauteur. Voilà. Merci. Je vais revenir avec Nadège, qui a mentionné que la corruption gagnerait le domaine de la gestion des ressources naturelles. Comment concrètement renforcer la transparence dans le domaine de la gestion des ressources naturelles en Afrique?
quelles sont les solutions possibles? Ça, c'est une très bonne question et très, très dure à répondre. Je ne sais pas si j'ai la solution, mais moi, par exemple, c'est toujours facile de se retourner sur les pays qui ont réussi à le faire, tels que le Botswana que je mentionnais tout à l'heure, parce que le Botswana, c'est vraiment un grand crime, la corruption. Et leurs structures légales, en fait, sont vraiment très, très solides et en place pour combattre ça. Et parce que c'est pour ça que je mentionnais toutes ces initiatives mondiales et régionales qui existent déjà. Il y en a tellement de l'ITA que j'ai mentionné, au UN Global Compact, à toutes sortes d'initiatives, Open Government Partnership. Mais malheureusement, tant que les pays eux-mêmes ne s'investissent pas à combattre ce fléau, rien ne va changer. Je donne par exemple... je prends par exemple le cas du Nigeria qui fait partie de cette initiative et qui a même réussi à adhérer à certains principes de transparence, qui est assez choquant parce que la transparence n'a pas diminué. Mais ce qui est très dur pour les pays pétroliers qui souffrent de mauvaise gouvernance, c'est que les États ont accès à des rentes, à des sommes faramineuses en fait. Donc, elles ne dépendent pas des impôts des citoyens qui pourraient mettre la pression sur eux. Donc, si on prend le cas du Gabon, avec tout le régime Bongo père, Bongo fils qui continue, l'une des choses qu'Omar Bongo avait réussi à faire, malheureusement, c'est qu'il a vraiment acheté le silence des citoyens en ayant des salaires complètement au-dessus de la moyenne et tout ça. Donc, ça a créé une culture de société civile, en fait, qui peine à se constituer maintenant. Donc, en fait, il faut beaucoup de pression au niveau local, au niveau des citoyens. Je pense que malheureusement, il n'y a pas vraiment d'autres moyens. Même les pressions des organismes internationaux, vous voyez la Guinée équatoriale, l'Angola, les organismes comme la Banque mondiale, le FMI, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais tant que ces gouvernements ont accès aux rentes directement de ces revenus pétroliers-là qu'ils gèrent qu'ils reçoivent à travers leurs échanges avec les organismes, avec les compagnies internationales, ils échappent en fait. Donc, il faut beaucoup de mouvements au niveau social. D'accord. Je pense que je prendrai une dernière question pour Monsieur Touré. Qu'est-ce qui va être fait pour raviver réellement la coopération entre le Québec et l'Afrique au sein de la délégation générale du Québec à Dakar? Merci. Je reviens un peu en novembre dernier, l'OFE avait fait un webinaire et avec une présentation d'un économiste de la BAD de mémoire. Dans le cadre de cette présentation-là, il y a quelques éléments qui sont sortis. Les deux variables me viennent à l'idée. Quand vous voulez commercer, quand deux peuples, deux nations, deux pays veulent commercer ensemble, les deux variables importantes sont quoi? Vous avez la langue qui va vous unir. Donc, c'est un élément hyper important que les gens puissent comprendre. La deuxième variable, c'est la proximité. La proximité. Nous, au Canada, au Québec, à 30 minutes de Montréal, vous avez accès à un marché de 400 millions. It's huge, c'est beaucoup. Je me sers de cet exemple parce que je veux vraiment être très vocal là-dessus, parce que c'est un game changer pour l'Afrique de l'Ouest. De Montréal, pour venir à Dakar, ça vous prend une nuit, 2 jours à l'aller et probablement la même chose au retour. Mettez-vous, vous êtes entrepreneur, Amina, il y a beaucoup les chefs d'entreprise, les profs d'université, s'ils doivent faire ça à chaque fois, ben, c'est loin. Donc, je pense qu'un des éléments fondamentaux qu'on doit faire, c'est de rapprocher l'Afrique du Québec. Et ça, ce n'est pas juste dans le verbal, ce n'est pas par ligne téléphonique. Il faut qu'il y ait un lien direct, un vol direct. Exact.
vous partez à minuit, le matin, vous êtes à Dakar, centre-ville, vous faites vos opérations et si vous voulez le soir vous rembarquer dans l'avion, vous repartez. C'est ça qu'on doit faire. Et vraiment, c'est un cri que je lance à tout un chacun de vous, toute l'auditoire. Parlez-en, c'est important. Ça, c'est le premier élément. Les autres viendront après. Il y a des structures qu'on est en train de mettre pour faciliter la vie aux entrepreneurs, à nos institutions. Mais je pense que ce qui va être déterminant dans le processus, c'est cette connexion-là, ce rapprochement de l'Afrique au Québec. Merci beaucoup. Un dernier mot, Monsieur Oumar Diallo. Allô? Je suis là. Oui. Dernier mot, Oumar? Mais moi, ce que je dirais, c'est que parmi les éléments très importants qu'on regarde comment est-ce que l'économie mondiale évolue, une des forces majeures, et ça a toujours été comme ça à travers l'histoire, c'est la démographie. On sait que sur le plan démographique, en tout cas, l'Afrique, le continent est jeune. C'est un jeune continent. Même si on y a encore des enjeux de gouvernance, et Nadège a très bien expliqué les enjeux de gouvernance qui existent. Il y a une société civile, en fait, qui est très, très, très active et dynamique qu'on voit dans de nombreux pays. Toute cette génération en fait de leaders est forcément amenée à changer. Pourquoi? Parce que c'est juste un enjeu démographique. C'est qu'à un moment donné, toutes ces jeunes personnes, à un moment donné, vont commencer à arriver aux affaires. Et aux affaires au sens large, c'est-à-dire aux affaires en tant qu'hommes et femmes d'affaires, mais aussi au niveau politique, etc. Et moi, si j'ai un message clé à dire, c'est que c'est toujours des institutions fortes qui font une grande différence. Vous pouvez, par exemple, avoir le meilleur modèle d'affaires au monde, les meilleures idées, mais vous avez aussi besoin des bonnes institutions pour vous accompagner. Et c'est un peu ça mon message, c'est de dire que le Québec et le Canada, on a quand même des institutions très fortes, on peut collaborer. On a donné l'exemple du Mali, en fait, qui est un vérificateur général qui s'est inspiré de ce que nous faisons ici. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut aller chercher dans cette direction. Et moi, je dirais qu'il faut continuer à bâtir tous ensemble des ponts entre le Québec, le Canada, l'Afrique, y compris avec l'Europe et toutes les diasporas, en fait, parce que je pense qu'on a tous à gagner mutuellement. Et on a tous à gagner mutuellement à mettre en valeur nos talents, que ce soit nos talents ici et les talents là-bas. Et c'est comme ça qu'on apportera en fait les meilleures solutions pour que les gens soient bien, que les gens en fait aient accès à la santé, à l'éducation, etc. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez mentionné la diaspora. J'irai toujours dans le même sens aussi pour dire la jeunesse africaine. L'Afrique est jeune, comme tu l'as dit, et la jeunesse africaine doit jouer un rôle également. Quel est ce rôle-là? Nadège, hier, peut-être que vous pouvez conclure là-dessus. Merci beaucoup pour cette question. Je pense que la jeunesse a déjà vraiment montré qu'elle est en train de faire un grand changement. Il y a beaucoup de régimes maintenant qui ont assez peur de s'éterniser au pouvoir justement parce qu'ils ont vu ce que la jeunesse peut faire. Mais si je peux me permettre, je voudrais pas avoir mon dernier mot, je voudrais souligner le fait que c'est un peu dangereux de penser que les relations, par exemple, entre le Canada et l'Afrique sont toujours à un niveau positif. Parce que moi, dans le domaine minier spécifiquement, c'est une image assez lugubre, en fait, où les compagnies minières canadiennes sont vraiment accusées avec évidence de beaucoup de torts dans les communautés, etc. Et aussi l'implication pour l'environnement est très important. Et on ne peut pas parler d'économie durable et inclusive sans parler des dommages causés à l'environnement. Donc, moi, j'hésiterais à dire que dans le domaine des mines spécifiquement en Afrique, on peut dire qu'on va nécessairement prendre les exemples au Canada ou au Québec spécifiquement parce que jusque-là, il y a de très sérieux problèmes. Et d'ailleurs, le gouvernement canadien a bien remarqué ça parce qu'on a créé, le gouvernement fédéral a créé une stratégie de responsabilité sociétale des entreprises qui a en fait été motivée par le fait que les compagnies minières canadiennes en Afrique et en Amérique latine ont été la source
de si graves problèmes. Donc, je tenais vraiment à dire ça parce qu'il ne faut pas qu'on on termine ce panel sans vraiment souligner la responsabilité du gouvernement hôte et que le gouvernement lui-même est en train de commencer à se rendre compte. Donc, la stratégie a été annoncée en 2009, elle a été réformée en 2014 et c'est pour reconnaître le fait que, en fait, il y a beaucoup de problèmes. Donc, je tenais à dire ça et ça revient à votre question sur le rôle des jeunes. C'est parce qu'en fait, par exemple, au Burkina, il y a tellement de jeunes qui se mettent contre l'alliance des États hôtes et des compagnies étrangères pour dire ça suffit maintenant. Au Burkina, par exemple, l'expression que les jeunes aiment à utiliser, c'est la fameuse, la célèbre phrase de Thomas Sankara, les uns mangent, les autres regardent, ainsi naissent les révolutions. Et donc, ça dit tout et les jeunes veulent tenir responsable non seulement leur gouvernement hôte, mais aussi tous les autres acteurs, les industries extractives et les gouvernements d'accueil qui sont coupables. Donc, voilà. Merci beaucoup. C'est une bonne conclusion de notre panel sur l'importance de la responsabilité sociétale des gouvernements et des entreprises pour la croissance économique en Afrique. Donc, je vous remercie tous d'avoir été présents car ce panel n'aurait pas été un succès sans vous. Donc, votre présence a été très appréciée et merci à nos panélistes, surtout qui ont donné de leur temps dans ce contexte difficile. Merci au Cerium, merci à l'Observatoire de la francophonie économique et merci au gouvernement du Québec, le ministère des Relations internationales. Bonne journée. Merci, Amina Gerba. Je prends les 2 minutes qui nous restent au programme pour me joindre à vous, remercier les panélistes aujourd'hui et plus particulièrement vous qui aviez la tâche difficile d'animer une discussion qui s'est révélée tout à fait intéressante et fructueuse. Alors, en guise de conclusion à ce colloque de 3 jours sur l'Afrique en chantier, je ne vais pas vous imposer, je vous rassure, un pensum, mais simplement rappeler à ceux et celles qui n'étaient pas avec nous en début de semaine que lundi, nous avons vu analyser les politiques d'influence qui se déploient sur le continent, les enjeux stratégiques, mais aussi les initiatives de coopération qui se mettent en place entre les États africains. Mardi, nous avons pu constater que si, malgré les espoirs déçus, par exemple, des printemps arabes et de la démocratisation il y a une dizaine d'années, ou 10 ans précisément en fait, la mobilisation politique demeure vive en Afrique, de l'Algérie au Burkina Faso. Et aujourd'hui, nous avons eu un portrait contrasté de la situation économique. Certes, on doit saluer la volonté du Québec de jouer un rôle plus important dans les relations, non seulement commerciales, mais également, j'insiste là-dessus, humaines entre le continent africain et le Québec. Et on nous a rappelé qu'il y a de nombreux canaux institutionnels pour le faire, mais les relations bilatérales et individuelles sont également importantes. On a vu qu'il y a des opportunités. Je retiens beaucoup la question de la FinTech, par exemple, la FinTech à visage humain, dont parlait Oumar Diallo, mais il y a aussi, et Nadège Compaoré a bien fait de le rappeler, des aspects qui ne sont pas apportés au crédit des entreprises québécoises et canadiennes, ou d'ailleurs, par ailleurs, dans le domaine de l'industrie minière, il y a aussi des responsabilités dont il faut prendre la mesure. Donc, au final, je pense qu'en ce qui me concerne, j'ai énormément appris. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un africaniste, mais c'est justement l'objectif de colloques comme ceux-là, de réunir à la fois des spécialistes, mais aussi des gens qui, comme moi, s'intéressent aux grands enjeux internationaux. Cette année, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, c'était l'Afrique qui nous a le plus intéressés dans toutes ses dimensions, politiques, sociales et économiques. Donc, encore une fois, je vous remercie. Vous avez été plus de 100 chaque jour à participer, à assister au panel. Alors, on a fait une recension de vos
pays d'origine ou des pays dans lesquels vous êtes actuellement situés, le Québec, la France, le Sénégal, l'Algérie, le Niger, le Cameroun, le Bénin, le Maroc et même le Royaume-Uni, et il y en a d'autres. Ce que je trouve intéressant avec Zoom, c'est que, évidemment, ça ne nous permet pas de discuter, d'avoir le petit apéritif que l'on organise généralement à la fin des colloques, mais en même temps, ça permet d'avoir une conversation véritablement globale avec des personnes sur tous les continents. Donc, je trouve que c'était quelque chose de très important. Le colloque va continuer à vivre en ligne, puisqu'il sera disponible sur le site web du Cerium, mais aussi dans les balados du Cerium. Donc, vous pourrez le revoir, le réécouter ou le découvrir pour la première fois. Alors, je remercie de nouveau le ministère des Relations internationales et de la francophonie, notre principal partenaire dans l'organisation de ce colloque, spécifiquement aussi l'Observatoire de la francophonie économique basé à l'Université de Montréal, et encore une fois, tous les intervenants, mais surtout, mes plus chaleureux mots de remerciement vont à l'équipe du Cerium, Steve Fomekong, notre nouveau chargé de recherche sur l'Afrique et qui vraiment s'est investi dans ce colloque alors qu'il est arrivé il y a seulement un mois au Cerium, et Myriam Bezaz qui travaille depuis l'automne d'arrache-pied. Vous n'avez aucune idée de tous les efforts qu'ils ont investis à la fois dans la programmation, dans l'organisation, dans la technique également, puisque des colloques comme celui-ci comportent leur lot de défis. Je remercie également l'équipe technique de l'Université de Montréal. Et en terminant, je voudrais simplement, pour les étudiants et les étudiantes qui nous écoutent, ceux et celles qui sont basés à l'Université de Montréal, vous annoncer un nouveau programme de bourses que nous venons tout juste de lancer aujourd'hui. Ça s'appelle les bourses Agir en études asiatiques et internationales, et l'international couvre l'Afrique. Alors, si vous êtes étudiant au premier cycle ou au deuxième cycle et que les enjeux d'équité, de diversité et d'inclusion vous touchent ou vous intéressent, je vous invite à aller sur le site du Cerium et à poser votre candidature à ces bourses Agir. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter un bon appétit, une bonne fin de semaine et au plaisir de vous revoir très bientôt, que ce soit sur des enjeux africains ou sur d'autres régions du monde au Cerium. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Frédéric. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.